Pourtant elle ne peut s'empêcher de commenter la vie sentimentale de Carole qui se prépare pour un rendez-vous. Un petit verre tranquille et s'étonner Germaine. Elle met en garde sa fille contre les intentions cachées des hommes utilisant des métaphores colorées sur la vodka et les risques de se retrouver trop vite dans le cabinet d'un médecin pour accoucher. C'est sa façon à elle d'exprimer son amour et sa protection envers celle qui est son plus grand succès. Pendant ce temps la cave reste un mystère pour certains et un refuge pour des autres. Germaine a oublié de l'ouvrir pour Grand-Papa créant un petit imprévu dans la routine matinale. Elle se moque de sa propre distraction tout en continuant de frotter. Elle n'est pas seulement une ménagère, elle se considérait aussi comme une femme d'affaires puisqu'elle tient un kiosque de fruits et légumes aux marches. Elle nous raconte ses déboires avec les clients qui tripotent sa marchandise sans pudeur. Sa repartie face à une dame qui manipulait une banane un peu trop fermement reste légendaire dans le quartier. Pour Germaine, chaque interaction est une leçon de vie et chaque objet a sa place bien précise dans le grand puzzle de sa maison. Le ton est donne. Entre les soucis de santé de Grand-Papa, les ambitions de Carole et le caractère volcanique de Germaine, cette maison ne connaît jamais le silence. C'est un lieu où on apprend que l'humour est le meilleur remède contre la fatigue et que derrière chaque reproche se cache une immense générosité. Germaine Lebrun est la gardienne de ce temple familial prête à tout pour défendre les siens même si cela implique de leur crier après 10 fois par jour. La suite de la journée promet d'être riche en émotions et en rebondissements car chez les Lebrun rien ne se passe jamais comme prévu. Chapitre 2. La cuisine de Germaine est le centre nerveux de la résidence. C'est ici que les destins se nouent entre deux fournées de biscuits. Alors que Carole s'apprêtée à partir pour sa soirée, Germaine l'intercepte avec une tasse de café qu'elle n'a pas demandé. C'est une tactique classique pour prolonger la conversation. Carole refuse poliment arguant qu'elle est déjà en retard. Germaine avec son sens inné du drame s'inquiète immédiatement du rythme cardiaque de la vie amoureuse de sa fille. Si l'homme arrive en retard, il repartira peut-être trop vite, conclut-elle avec un clin d'œil malicieux qui fait lever les yeux au ciel à Carole. Une fois Carole partie, la maison semble un instant trop vaste. Germaine se tourne vers Grand-Papa qui semble avoir trouvé une paix soudaine ou peut-être a-t-il simplement éteint son appareil auditif. C'est à ce moment que Bruno, le fils de la maison, fait son entrée. Bruno est un homme au cœur tendre mais a l'esprit parfois embrumé par ses propres émotions. Il porte un costume de burger promotionnel, une tenue qui prête à rire mais qui témoigne de son besoin de gagner sa vie. Germaine ne manque pas l'occasion de le taquiner sur sa promotion de la semaine. Elle imite les bruits de son costume avec une joie enfantine cherchant à arracher un sourire à son fils. Cependant Bruno ne rigole pas. Il a le regard bas et les épaules voûtées sous son déguisement de pain sésame. Geneviève a cassé, lui avoue-t-il d'une voix blanche. Geneviève, cette jeune femme que Germaine n'a jamais vraiment portée dans son cœur. Germaine tente de cacher sa satisfaction derrière une feinte compassion. Elle interroge son fils sur les raisons de cette rupture mais Bruno reste silencieux refusant d'en parler. Germaine avec sa psychologie de comptoir est convaincue qu'il a fait une gaffe. Elle lui propose un biscuit, ses fameuses pâtes douces, espérant que le sucre soignera la blessure de l'âme. Chapitre 3. La nuit tombe sur Montréal apportant avec elle de nouvelles préoccupations. Carole est rentrée de sa date qui selon sa mère était un désastre annoncé. Elle s'assoit à la table de la cuisine avec ses livres de psychologie cherchant le calme pour étudier. Germaine l'observe avec une fierté mal dissimulée. Elle loue la persévérance de sa fille unique. Pour elle, celui qui mettra le grappin sur Carole sera l'homme le plus heureux au monde. Mais la conversation dérive vite sur Bruno. Carole suggère de ne pas s'en mêler, de laisser son frère gérer ses affaires de cœur tout seul. Mais Germaine ne connaît pas le concept de discrétion. Elle veut être une leader, une force des interventions pour sauver son fils. Soudain les plaintes de Grand-Papa reprennent. Il se sent mal et cette fois cela semble plus sérieux qu'une simple insomnie. Carole s'inquiète réellement. Peut-être que Grand-Papa est mal pour vrai, dit-elle. Germaine calcule déjà le coût du docteur Lépine, ce médecin qui demande 100 piastres sous la table. Elle plaisante même sur les assurances funérailles de son beau-père, une manière de conjurer la peur de la mort par l'humour noir. Finalement elle se résout à l'appeler.
La cause du malaise de Grand-Papa est révélée, il la trouve sa perruche morte ce matin. C'est le chagrin qui l'étouffait plus que la vieillesse. Le docteur Lépine arrive enfin avec sa mallette et son air suffisant. Il commence son examen sous le regard critique de Germaine. Les échanges sont truculents. Quand le docteur demande un échantillon de sel et des urines, Germaine traduit à sa façon pour Grand-Papa en lui criant qu'il veut ses bobettes. La scène atteint son sommet de ridicule quand le docteur tente de prendre la température rectale. Germaine, toujours prête à aider mais surtout à s'amuser de la situation, observe la maladresse du médecin. Elle s'exclame que Grand-Papa a l'air d'une grosse pomme au caramel. C'est dans ces moments d'absurdité totale que la famille Lebrun puise sa force, transformant une visite médicale pénible en une comédie humaine inoubliable. Chapitre 1. Bienvenue dans l'univers de Madame Lebrun. La cuisine de la demeure des Lebrun exhalait une odeur familière de café fraîchement moulu et de cire pour meubles. C'était le cœur battant de la maison, un sanctuaire où les souvenirs s'accumulaient aussi vite que la poussière sur les cadres de photos. Au milieu de ce royaume domestique se tenait Germaine Lebrun, une femme dont l'énergie aurait pu alimenter une petite ville de province. Elle tenait un plumeau d'une main et un chiffon de l'autre, s'agitant avec une détermination qui frisait l'obsession. « Bonjour et bienvenue chez Madame Lebrun », lança-t-elle à la cantonade, comme si les murs eux-mêmes attendaient son salut quotidien. Elle s'arrêta un instant pour observer son reflet dans le grille-pain en inox. Elle ajusta son tablier et poussa un soupir de satisfaction. Pour Germaine, le ménage n'était pas une corvée, c'était une forme d'art, une lutte perpétuelle contre le chaos de la vie. Dans le coin de la pièce, assis sur son fauteuil usé qui semblait avoir pris la forme de son corps au fil des décennies, Grand-Papa Adélard fixait le vide. Son visage était un parchemin de rides racontant 92 années d'existence. Il semblait flotter dans un entre-deux-mondes, entre la veille et le sommeil. « Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa » demanda Germaine en s'approchant de lui avec son plumeau. L'homme âgé remua lentement les lèvres, comme s'il devait extraire chaque mot d'un puits très profond. « Ça fait 3 jours que je ne dors pas » murmura-t-il d'une voix chevrotante. Germaine ne s'arrêta pas pour autant. Elle passa le chiffon sur la table basse avec une vigueur renouvelée. « Allô, je faisais juste un petit peu de ménage là » répondit-elle sans vraiment prêter attention à la plainte du vieillard. « J'étais justement à ce point de prendre une petite pause, tu sais. » Elle s'adressa ensuite à une audience invisible, partageant ses réflexions avec cette franchise déconcertante qui la caractérisait. « Je dis ménage comme si c'était une corvée, quand même. »« Ah, bonne tailleule, je suis bien sale. Il faudrait que je me nourrisse. » Elle se figea soudain, le regard fixé sur la porte de la cave. Une expression de culpabilité passagère traversa son visage. « Hey, prends ça, je suis bien sale. Ça fait que j'ai oublié d'ouvrir la cave pour lui. » Elle secoua la tête, chassant cette pensée importune. « Ferme-toi, moi » s'exclama-t-elle en se parlant à elle-même. « J'ai élevé 6 enfants tout seul, mais on n'a pas un mordu qui m'a donné autant de troubles que toi. » Elle parlait de la maison, de la vie, ou peut-être de ce fils imaginaire qui hantait ses pensées. Elle reprit son souffle et se tourna à nouveau vers son public imaginaire. « Qu'est-ce que je disais, non? »« Ah, oui? Le ménage, ouais. L'autre jour, M. Curie m'a fait une petite visite, M. Curie Saint-Pierre. Et puis, les yeux autour, il regarde la maison. » C'était un moment de fierté pour Germaine. Monsieur Curie était un homme de goût, un pilier de la communauté. Il dit « Madame Lebrun, vous et le bon Dieu, vous tenez une morde d'une belle mêle. » Germaine sourit au souvenir de ce compliment. « Ah, j'ai dit, merci beaucoup Monsieur Curie, merci beaucoup. Mais je pensais dans moi-même, vous devriez voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. » Elle éclata d'un rire sonore, un rire qui venait du ventre et qui secouait ses épaules. C'était là toute l'essence de Germaine Lebrun, un mélange d'humilité feinte, d'esprit vif et d'un réalisme terre à accent grave-terre. Pour elle, la spiritualité passait par la propreté et la grâce divine avait besoin d'un bon coup de balai de temps en temps. « Tu vois, continua-t-elle en rangeant ses produits de nettoyage, c'est pas compliqué, j'ai passé ma vie à faire du ménage. » Elle s'assit un instant sur le bord d'une chaise, le regard perdu dans ses souvenirs.
Alors, à l'âge de 18 ans, je me suis mariée avec Roger Lebrun. Elle désigna une photo jaunie sur le buffet, montrant un homme au regard sérieux. C'est mon fils à lui, ça. Cette affaire-là, là. Elle parlait de son fils Bruno avec un mélange de tendresse et d'exaspération. Je me suis mariée à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, Bean, t'as su le ménage. Le cycle de la vie chez les Lebrun était ainsi fait, des naissances, des mariages, et toujours, inlassablement, le besoin de frotter, de ranger et d'organiser pour maintenir un semblant d'ordre dans un monde qui semblait toujours vouloir se défaire. Mais derrière cette façade de femme au foyer infatigable, il y avait un cœur immense et une sagesse acquise dans la sueur et le rire. Chapitre 2. Le silence troublant d'Adélard. Dans le salon baigné par une lumière d'après-midi filtrée par des rideaux de dentelle, grand-papa Adélard demeurait immobile. Il était comme une statue oubliée dans un musée de souvenirs familiaux. Carole entra dans la pièce, déposant ses livres de cours sur la table de la salle à manger. Elle s'approcha de sa mère qui s'affairait encore. « Allô, maman » dit Carole en jetant un regard inquiet vers le vieil homme. « Allô, ma belle » répondit Germaine sans ralentir sa cadence. Carole pointa du doigt le patriarche silencieux. Grand-papa à l'air toute calme, observa-t-elle avec une pointe d'étonnement. Germaine s'arrêta un instant, le menton appuyé sur le manche de son balai. « Ben oui, hein. Je sais pas pourquoi. » Elle observa son beau-père comme on observe un appareil ménager qui fait un bruit inhabituel ou, dans ce cas précis, qui ne fait plus de bruit du tout. Carole sourit et changea de sujet, ses yeux pétillants d'excitation. « Et, grosse date à ce soir, toi » annonça-t-elle. Germaine se redressa immédiatement, le radar maternel activé à pleine puissance. « C'est pas une date, maman. C'est juste un petit verre tranquille. » Germaine laissa échapper un petit sifflement sceptique. Un petit verre tranquille. Ça, c'est tous les hommes qui disent ça. Elle s'approcha de sa fille, son regard se faisant soudain plus sérieux, presque conspirateur. Les autres, ils pensent que la vodka, c'est un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. « Maman » s'exclama Carole en rougissant, mi-amusée, mi-embarrassée. « Tu peux bien rire, mais tu sens me le dire, toi » continua Germaine avec cette franchise qui ne connaissait aucune barrière de pudeur. Une seconde, t'es en train de siroter un pina colada, puis l'autre seconde d'après, t'as les deux pieds jetés dans les étriers, puis y a le docteur qui crie « Poussez pas vers vous le 10. » J'ai compris, maman, coupa Carole en riant de bon cœur. T'es bien mieux. Elle savait qu'il était inutile de débattre avec sa mère sur ce terrain-là. Germaine avait cette façon unique de ramener toute situation romantique à la réalité brutale et parfois comique de la biologie humaine. « Oh boy, tout ça pour ça » soupira Germaine en reprenant son travail. « Bon, j'y vais maman » annonça Carole en ramassant son sac. « Veux-tu un petit café avant de partir, jeune » proposa Germaine, toujours soucieuse de nourrir ses proches. « Non, 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 je suis déjà en retard. » T'as déjà peur que ça, il va arriver en retard lui avec, plaisanta Germaine avec un clin d'œil malicieux. Puis après ça, il va venir trop vite. Tu parles de pas peur là. Tu me jures pas que t'es mordu de Jaffer, toi. À plus. Carole s'esquiva rapidement, laissant sa mère rire seule de sa propre boutade. Oui, Carole, Carole, ma belle, Carole, murmura Germaine en la regardant partir. Elle était fière de sa fille, de son intelligence et de sa beauté, même si elle ne pouvait s'empêcher de la taquiner. « Quoi, t'es magnifique. » Elle soupira, ajustant à nouveau son tablier. « Regarde tes petites culottes. »« Ah, t'es encore là, vous. » Elle se tourna vers le spectateur invisible de sa vie, prête à raconter la suite. Chapitre 3. Une femme d'affaires au marché. Germaine ne se contentait pas d'être la reine incontestée de son foyer. Elle était aussi une figure incontournable du marché local, où elle tenait un kiosque avec une fierté manifeste. Pour elle, le commerce était une extension naturelle de sa gestion domestique, une question d'ordre, de qualité et de fermeté face aux indécis. « Mais je suis pas juste une ménagère » expliqua-t-elle en disposant avec soin ses fruits et légumes sur l'étal. « Non, non, non.
Je tiens aussi un kiosque au marché. Genre des fruits pis des légumes. Ouais. Je pense que ça fait de moi une femme d'affaires. Elle observait les passants avec un œil d'aigle, prête à intervenir au moindre geste déplacé. Mais parlez-moi pas des clients qui viennent taponner en marchandises, puis à ma gamme, sans aucune mort de trahison. Germaine détestait par-dessus tout que l'on manipule ses produits sans intention d'achat. L'autre jour, j'ai déjà une femme, je lui ai dit, raconta-t-elle avec une moue dédaigneuse. Ça, madame, c'est une banane, pas une bisoune. Elle viendra pas plus grosse parce que vous la tentez. Elle n'avait aucun filtre, et sa clientèle l'aimait ou la craignait pour cela. Soudain,